Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors avec moi, une fois n'est pas coutume, Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Salut Paul-Adrien, écoute, ça va très bien. Un vrai plaisir de faire un podcast après un petit temps de pause, on va dire. Je suis ravi de reprendre un peu ces podcasts-là. Eh ben, moi aussi, c'est parfait. Donc, un épisode des familles, comme on pourrait dire, parce qu'on se retrouve à deux, encore une fois. Alors, si tu es prêt, je te propose de passer à la news. Allez, c'est parti. Alors, ce soir, je vais te parler d'une news qui date peut-être un peu, qui date à peu près de février de l'année dernière, où des chercheurs... Oui, un an. Ça date voilà. Un peu. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une petite actualité qui a un rapport avec, et aussi ça a un rapport avec certaines news qu'on a fait dans des épisodes précédents. Donc, il faut savoir que des chercheurs du MIT et d'Harvard aux États-Unis ont découvert, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, une nouvelle molécule antibiotique capable de tuer des bactéries résistantes aux antibiotiques traditionnels. Good. Alors, l'intelligence artificielle est utilisée pour rechercher in silico. Donc, in silico, ça veut dire c'est pas in vivo ni in vitro, c'est dans la simulation, par modélisation informatique, quelle molécule serait à même de s'attaquer à certaines bactéries en faisant examiner une bibliothèque de composés chimiques. Donc, c'est une technique qui existe depuis un moment, mais là, ils ont vachement raffiné leur méthode. Et donc, les chercheurs ont entraîné leur modèle à partir de bactéries d'Escherichia coli et ils ont cherché par une bibliothèque de 6000 composés. L'algorithme a trouvé un composé à la structure qui est différente des antibiotiques classiques. C'était une molécule pour l'histoire qui était destinée pour le diabète à la base, mais qui avait été arrêtée à cause de résultats assez médiocres sur les essais cliniques. Et donc, ils ont baptisé cette molécule, la lysine, en hommage à HAL, l'ordinateur du film de 2001, Odyssée de l'espace. Assez rigolo. Donc, ils l'ont immédiatement testé sur différentes bactéries, donc par exemple Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii et Mycobacterium tuberculosis, et elle s'est montrée assez efficace sur ces bactéries. Il y a juste Pseudomonas aeruginosa qui lui a résisté. D'accord. Donc, il faut savoir que c'est une molécule qui va faire des perturbations dans le pH de la bactérie et entraîner une impossibilité d'utiliser l'ATP. Donc, c'est un mécanisme qui est assez atypique. Donc, les bactéries vont avoir beaucoup de mal à résister à cette molécule. Donc, par exemple, ils ont fait quelques tests et ils ont découvert que même en 30 jours de traitement, les Escherichia coli n'arrivaient pas à faire une résistance, alors que sur d'autres antibiotiques, en 3-4 jours de traitement, boum, c'était réglé. Donc, il faut savoir que la résistance aux antibiotiques, ça pourrait tuer 2,4 millions de personnes en Europe et aux États-Unis et en Australie d'ici 2050. Donc, c'est quand même un problème qui pourrait devenir dans les années suivantes important. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est un problème qui est vachement inquiétant. Et du coup, ouais, je pense que ça fera écho avec l'épisode qu'on va enregistrer très prochainement, quoi. Parce que la production d'antibiotiques et l'antibiorésistance, pour moi, c'est un défi vraiment important, quoi. En fait, on se rend plus compte du confort que nous apportent les antibiotiques au quotidien, quoi. Donc, est-ce que tu sais comment ça marche, l'antibiorésistance ? Waouh. Attends, tu me renvoies à mes cours de la fac, là. Franchement, je préfère que tu me réexpliques parce que je voudrais pas dire de bêtises. Alors, j'ai quelques notions, mais je me rappelle plus trop dans le détail, quoi. On va aller rapidement. Donc, les antibiotiques, c'est des médicaments qui sont utilisés pour traiter ou prévenir les infections bactériennes. Donc, c'est important de le préciser, les infections bactériennes. Et donc, la résistance, elle arrive après une administration répétée d'un antibiotique chez un homme ou un animal. Et donc, ça crée des conditions qu'on va appeler des conditions de pression de sélection. Ouais, donc, c'est ça. Donc, ça va favoriser... c'est bon. Ok. Donc, ça va favoriser l'acquisition et la dissémination de souches résistantes aux antibiotiques. Voilà. Donc, c'est bien la bactérie et non l'être humain ou l'animal qui va devenir résistant à l'antibiotique.
Donc, elle peut alors provoquer chez l'homme ou l'animal des infections plus difficiles à traiter que des bactéries non résistantes. Pourquoi ? Parce que du coup, forcément, on va donner un premier antibiotique, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Ça ne va pas fonctionner et ça va s'aggraver. Ouais, c'est le principe de la sélection naturelle, quoi. Exactement. On sélectionne antibiotiquement parlant les souches qui vont y résister. Voilà, donc ces résistances, elles résultent soit d'une mutation chromosomique, donc c'est une modification des gènes déjà présents, soit l'intégration d'un petit brin d'ADN circulaire qui se transmet de bactérie à bactérie, c'est-à-dire c'est le plasmide. Donc ces résistances chromosomiques, c'est pas le mode d'acquisition d'une résistance le plus répandu. Le plus répandu, c'est la résistance plasmidique qui va faire 80% des résistances acquises. Et ça peut concerner plusieurs antibiotiques, voire des familles entières d'antibiotiques. Donc la résistance aux antibiotiques, ça entraîne une augmentation des dépenses médicales, une prolongation des hospitalisations et même une hausse de mortalité. Il est urgent de changer la façon dont nous prescrivons et utilisons des antibiotiques parce que du coup, comme on le disait au début, ça va devenir un problème majeur dans les années à venir. Si tu veux quelques chiffres quand même, on a 670 000 infections à bactéries résistantes aux antibiotiques en Europe en 2015, 125 000 infections à bactéries multirésistantes en France en 2015 et 5 500 décès liés à des infections en France en 2015. Donc c'est quand même déjà important. 2015, c'était quand même il y a 6 ans. Donc ça a certainement... Enfin, maintenant, il y a eu quelques lois qui sont passées. Ouais, mais effectivement, on pourrait se dire c'était il y a 6 ans, ça va... Non, en fait, ça va que en se dégradant, quoi. Ouais. Enfin, bon, voilà. Ouais, et donc, sauf si on trouve de nouvelles approches, ouais, effectivement, mais... c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais pour essayer d'améliorer un peu les choses, j'ai été voir sur le site de l'OMS pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour limiter l'antibiorésistance. Donc, c'est première chose, n'utiliser des médicaments que lorsqu'ils sont prescrits par un professionnel de santé qualifié. Ne jamais exiger d'antibiotiques si le professionnel de santé vous dit que vous n'en avez pas besoin. Donc ça, c'est le grand classique. Quand on est malade, on n'a pas forcément besoin d'antibiotiques, surtout si c'est viral. Toujours respecter les conseils du soignant lorsque vous utilisez des antibiotiques. Donc, c'est-à-dire finir le traitement jusqu'au bout, par exemple, et pas s'arrêter en cours parce que ça va mieux. Ne jamais partager vos antibiotiques avec d'autres personnes ou utiliser des médicaments qui vous restent. Ensuite, là, c'est les deux dernières qui sont un peu moins évidentes, c'est prévenir les infections en vous lavant régulièrement les mains. Donc ça, en ce moment, de toute façon... Je crois que c'est bon, ça rentrait dans la tête des gens. Mais par contre aussi, il y a préparation de la nourriture et conservation de la nourriture, c'est-à-dire qu'il faut conserver la nourriture dans de bonnes conditions et bien cuire les aliments. Ayez des rapports sexuels protégés parce que ça ne concerne pas forcément que les infections respiratoires. Et tenir ses vaccinations à jour. Donc tu vois, c'est des petits conseils quand même parce qu'au final, moins tu es malade, moins tu as besoin d'antibiotiques et moins tu as de risque de créer une antibiorésistance. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais bon, voilà, après, voyant le verre à moitié plein, c'est que ça fait un filon de infini, j'ai envie de dire, pour la R&D de l'industrie pharmaceutique. Il y aura toujours besoin de rechercher des nouvelles manières de s'attaquer justement aux infections bactériennes, quoi. Ouais, c'est vrai, mais alors du coup, ouais, c'est ça. Si un jour on se retrouve bloqué, par contre, ça va être... Là, ça va devenir un peu problématique. Faudra pas se couper trop profondément le doigt. Donc, petit dossier à ouverture un peu plus lointaine que l'industrie pharmaceutique, mais bon. Toujours intéressant. C'est intéressant. Super bonne news. Si tu n'as pas d'autres questions, je te propose d'attaquer notre dossier du jour. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, Arnaud, je te propose de parler d'un élément qui devrait être à la disposition de chacun, un outil essentiel qui connecte tous les autres et qui permet d'aborder sereinement des sujets comme la documentation, la formation, l'analyse de risque, etc. Mais que personne n'a, ou en tout cas que personne n'a sous la bonne forme ou sous forme complète.
Je veux te parler bien sûr de la cartographie des processus. Ah, c'est bien, un sacré sujet. C'est marrant, du coup, ce sujet, moi, me fait penser à un truc qui a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. Une petite anecdote comme ça. Moi, je suis un fervent auditeur d'un autre podcast, qui est le podcast Marketing Mania, qui est un podcast qui propose de partager les idées de marketing, non, je sais pas. Non, mais plutôt, voilà, qui est vachement tourné sur la psychologie des acheteurs, la psychologie de la façon dont voilà, les biais cognitifs, c'est ça qui m'a fait rentrer dans l'analyse des biais cognitifs, des choses comme ça. Voilà, une interview des entrepreneurs et tout. Et puis, il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi, le fondateur de Marketing Mania a commencé à monter une équipe. Et en fait, lors d'un de ses podcasts où il expliquait un peu les défis auxquels il faisait face, et un des premiers trucs qu'il a mis en place avant de recruter une équipe, c'est qu'il a cartographié ses process clés. Le mec, il est tout seul dans sa petite entreprise, il fait du marketing, il a cartographié ses process clés pour pouvoir accueillir des nouveaux collaborateurs et qu'ils soient plus rapidement autonomes. Voilà. On n'est pas dans l'industrie pharmaceutique, hein. On est dans une boîte qui vend des formations marketing et commerciales sur Internet. Et le mec, il a une meilleure vision de la qualité process, j'ai envie de dire, que nous dans l'industrie pharmaceutique. C'est un peu cash, la façon dont je le dis, mais et je me dis, mais et quand j'ai entendu ce podcast où il expliquait tout ça, là, je me suis dit, ce gars, il a tout compris, quoi. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à comprendre ça dans l'industrie pharmaceutique ? Pourquoi est-ce que c'est un truc qu'on n'a pas ? Ouais. Ça, c'est vraiment un grand mystère pour moi. Je sais pas comment c'est dans les autres industries. Moi, je me rappelle, j'ai fait quand ma 6e année de pharma, c'était un master management de la qualité des organisations. Ouais. Et je me rappelle avoir, j'avais eu un cours sur la cartographie de process. Et je sais plus qui c'est qui avait ramené ça, un PowerPoint qui sortait de chez Renault Truck avec les règles pour décrire un process. Ouais. Donc Renault Truck. Avec les formes de machin. Ouais, avec les formes, les machins, mais bon, après ça, c'est le... Mais voilà, Renault Truck. Renault Truck. Et putain, je l'ai jamais vu dans l'industrie pharmaceutique, ce truc-là. Alors si, j'ai vu des petits bouts, genre de temps en temps, il y en a qui essayent de faire ça sur un petit process genre déviation ou à droite à gauche. Souvent, très souvent même, quand je le vois, c'est la cartographie du process qui se passe, le workflow qui se passe dans le QMS. C'est parce que effectivement, je pense que quand tu développes un QMS ou quand tu développes des workflows, à un moment donné, tu dois faire une cartographie pour que le développeur puisse te le faire correctement. Ouais. Et du coup, maintenant qu'on l'a faite, on va l'utiliser. On va la mettre dans la procédure. Mais en fait, elle sert à rien pour les utilisateurs. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un outil. Moi, je suis toujours aussi effaré. Et le mot est purement réfléchi, mais effaré, qu'on ne voit pas ça de manière plus structurée et régulière sur les sites de production pharmaceutique. D'ailleurs, quand tu dis le QMS, l'élaboration du QMS, effectivement, je pense que c'est l'occasion que prennent les différents sites pour se dire va peut-être falloir qu'on travaille sur notre processus de gestion des déviations, gestion des change control, etc. Donc, à mon avis, c'est peut-être le wake-up call sur beaucoup de... Sauf que ça dure pas, en fait. Ça dure pas parce qu'on a fait un processus pour définir notre besoin informatique, mais on n'est pas allé au-delà de qui fait quoi, quand... On a été par de mauvaises personnes, par un gars qui voulait développer son logiciel facile. Mais parce qu'il y avait un besoin, on a fait un cahier des charges, oui, voilà, on a répondu. Mais d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. La cartographie des process, t'as dit en introduction, c'est bien pour la documentation, la formation, les analyses de risque, mais c'est bien aussi pour le pilotage. On pourra parler de business process management, donc le pilotage d'une activité. C'est bien pour l'amélioration.
Et du coup, c'est pour ça que je voulais venir là-dessus. Enfin, c'est bien pour beaucoup de choses, plus que de la documentation et de la formation, l'amélioration. Voilà, le mec a un site demain qui veut mettre en place un QMS qui en a pas. Ça existe encore. Hein. On a beau être en 2021, ça existe encore. Donc un électronique QMS. Et bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on est en 2021 et que je vais dire les choses telles que je les pense? 0% des sites pharma ont leur process cartographié. Voilà. Ça, c'est ce que je vois. Et bah, du coup, la première chose qu'ils vont faire, c'est bon, bah, on va cartographier. Et du coup, on va le cartographier pour faire le QMS. Alors que s'ils avaient leur cartographie qui était déjà existante, ils pourraient dire, OK, on va regarder notre cartographie et on va définir les besoins du QMS. Parce que comme ils n'ont pas leur cartographie existante, je prends un process dont on a plusieurs fois discuté. Donc, ils n'ont pas leur cartographie du process déviation, par exemple. D'accord ? Qui fait quoi quand ? Qui est responsable de quoi à quel moment ? Comment s'enchaîne ? Quels sont les livrables de chaque étape ? Ça, on ne l'a pas. Et du coup, comme on ne l'a pas, et puis qu'on va le faire pour le QMS, et ben du coup, en fait, on va répondre aux contraintes que nous soumet l'éditeur du QMS, plutôt que de dire non, nous, notre process, c'est ça. Donc vous, éditeur, vous allez vous adapter pour que votre solution, elle réponde à notre process. Aujourd'hui, c'est non, vous n'avez pas de process décrit. Nous, l'éditeur, on vous dit voilà les contraintes, à vous de vous y plier. Alors après, je dis pas, ça se trouve, même si on avait le process, l'éditeur il dirait non, ça on peut pas. Mais au moins on aurait une base de discussion de départ où on serait au pire, sur un pied d'égalité avec l'éditeur, ou au mieux, on serait en position de force par rapport à nos process. Et comme ça, on se retrouverait plus avec des QMS qui viennent mettre des contraintes qui ne sont pas nécessaires ou qui sont pas adaptées avec la réalité du terrain. Bon, après là, on parle de process qualité, mais c'est vrai pour tous les process. Et les procédés de production, les techniques d'analyse au QC, les process qualité à l'assurance qualité, les process supply pour la logistique, etc., etc. Et alors, du coup, une cartographie de process, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour moi, une cartographie de process, alors je vais renvoyer un peu le débat, enfin pas le débat, mais j'invite les auditeurs à réécouter le premier podcast où on parle de la documentation, où on parle de différents niveaux. Mais je vais quand même réexpliquer. Pour moi, une cartographie de process, c'est quelque chose qui décrit qui fait quoi, à quel moment, on peut aller jusqu'au où, et surtout quel est le livrable attendu. Et le livrable très précisément, avec tous les adjectifs qui qualifient le livrable. Parce qu'une fois que tu as bien identifié tous les adjectifs qui qualifient le livrable, tu peux être sûr que derrière, quand toi, tu as une action à faire, bah là, tu sais ce que tu dois livrer à la personne d'après, par exemple. Ouais. Et donc, je prends un exemple tout bête. Un livrable, ça peut être une déviation clôturée. Ou ça peut être une déviation avec une analyse d'impact réalisée et tous les impacts gérés, plus une cause racine trouvée. Et une CAPA. Et une CAPA définie. La différence, on a caractérisé le livrable plus précisément. Donc, on sait derrière qu'est-ce qu'on doit faire dans notre process quand on veut le décrire, quand on veut le constituer. Et si c'est bloqué, on sait qui relancer. Exactement. Et donc, pour moi, une cartographie process, c'est quoi ? C'est un enchaînement d'opérations, le quoi, avec alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail on pourrait présenter ça sous forme de racine, mais avec le qui fait quoi quand. Donc le qui, les rôles et responsabilités, quoi. Et le quand, donc c'est l'enchaînement. C'est telle personne va faire telle opération à tel moment, puis après c'est telle personne qui va faire telle opération à tel moment. Si tu veux, je peux rapidement te dire quelques mots sur le RACI. En gros, le RACI, c'est quoi ? C'est différents rôles pour chaque opération. On part du principe que sur une opération, il peut y avoir une personne qui va être responsable de réaliser l'opération, c'est le R. Une personne qui est accountable,
donc qui est garant de la réalisation d'un ensemble d'opérations les uns après les autres, c'est la personne, oui, voilà, enfin, qui est garant, quoi. C'est moi qui m'assure que l'ensemble se fait. Par exemple, le process owner déviation, c'est lui qui va être garant que l'ensemble des opérations sont bien respectées, etc. Donc, il n'est pas responsable d'une action, il est responsable de l'agencement de l'ensemble des opérations et de s'assurer que tout est bien réalisé comme ça doit être fait. Et t'as le C qui sont les contributeurs à un moment donné. Je prends encore l'exemple des déviations parce que je trouve que ça s'y prête bien. Mais voilà, quand tu fais la recherche de cause racine, le responsable, c'est l'investigateur. Les contributeurs, c'est tous les experts, experts maintenance, experts machin, truc, tu vois. Et puis t'as le I, c'est les personnes qui doivent être informées. C'est-à-dire que le livrable, les personnes doivent être informées du livrable. Ça veut pas dire qu'elles vont elles vont pas avoir une action forcément à faire liée à cette opération-là. Par contre, il faut qu'elles soient informées parce que en gros, les personnes qui sont informées, s'il y a une bonne règle à avoir, c'est qu'on informe uniquement les personnes qui vont avoir une opération où ils vont être responsables plus loin dans le process. Sinon, ça sert à rien. Voilà. je simplifie. Mais voilà. Et du coup, ça, c'est la notion de RACI. Donc, quoi, les opérations? Quand, c'est l'enchaînement, l'ordre dans lequel on les fait, avec une fréquence, des fois. Qui, le RACI, le relais responsabilité. Ça, c'est je dirais, le squelette de ta cartographie de process. Ensuite, tu as les livrables. Les livrables, c'est l'élément le plus important de la cartographie de process, puisque c'est ça qui va permettre de vraiment savoir et d'éliminer tous les débats. Non, mais là, le truc, il était pas complet. Oui, mais non, ok, le livrable, c'est ça, quoi. Et puis si on voit que c'était pas clair, on vient le reclarifier après. Mais voilà, le livrable, c'est ça qu'on attend. Donc voilà. Et puis après, tu peux avoir d'autres éléments. Donc le où. Ça dépend, voilà, le où sur une cartographie de procédé de production, un procédé de production qui se fait avec plusieurs salles, ça peut être intéressant d'avoir le où. Mais ça va être plus anecdotique. Et voilà un peu la structure principale de ton process. Après, on va pas rentrer sur la notion de business process dans son ensemble, parce qu'après un business process, tu as aussi des règles qui le régissent, etc. Là, on est vraiment sur la notion de cartographie de process et l'utilité et à quoi ça peut vraiment servir dans le quotidien et comment c'est formulé, parce qu'après, sinon, tu vas plus loin, t'as tes règles, t'as effectivement peut-être un kit qui décrit l'ensemble du macro-process, donc un peu plus niveau 1, avec les grandes étapes, etc., etc. Alors, du coup, pour résumer un petit peu, donc vous qui êtes sur un site, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de cartographie de processus, par exemple, vous êtes dans un secteur de granulation. Donc là, ce que tu as décrit toi, Arnaud, ça peut, par exemple, très bien s'appliquer à le processus de granulation. Donc, qu'est-ce qui va entrer dans mon process? Toutes les macro-étapes jusqu'à la livraison d'un grain. Donc ça va être un processus où là, on va avoir exactement ce que tu nous as dit là. Par contre, après, on peut rentrer vachement plus profondément et avoir des petites cartographies de chaque macro-étape, c'est ça? Ouais, alors justement, ce que je te disais, quand je dis, moi, la cartographie du procédé, globalement, c'est qui fait quoi quand, ok? Et après, pour faciliter l'appréhension de ce process, on va essayer de regrouper certaines choses par macro-étapes. Mais quand tu vas sur la cartographie de l'enchaînement qui fait quoi quand, sur un procédé de production, comme tu l'as proposé, ton opération, ça va être vraiment à un niveau de détail quand même assez poussé, comme paramétrer le granulateur. Et là, tu peux avoir même tes paramètres en fonction du produit. Tu vois, ça c'est une opération. Alors que macroscopiquement, tu vas être plus sur les étapes, les macro-étapes, et ça peut être d'ailleurs les macro-étapes, c'est préparation avant production, tu vois, et puis après tu peux avoir les différentes étapes en fonction de ton type de granulation, quoi. Et donc, ça, c'est un premier travail qui peut être intéressant de faire pour un stagiaire qui n'a pas forcément d'expérience. Ouais, il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, après, c'est...
En fait, moi je pense qu'il y a pas forcément besoin d'expérience sur le process en lui-même, mais je pense qu'il faut avoir quand même quelques règles de standardisation de la façon dont on décrit les process. Juste parce que effectivement, des fois, il y a des sites où très bon exemple que tu as pris, ils ont pris un stagiaire, on va cartographier nos process, et puis ils ont fait un petit bout de cartographie à droite, et puis il y a un autre stagiaire à gauche qui a fait un autre bout de cartographie, mais qui ressemble pas du tout à la première, et puis un autre encore, enfin tu vois, et du coup tu te retrouves avec 3 petits morceaux de cartographie sur un petit bout d'activité, qui sont complètement déconnectés les uns et les autres en forme, en compréhension, et du coup finalement c'est pas mieux pour comprendre et pour appréhender le process, quoi. Donc il faut avoir une démarche holistique, c'est-à-dire globale, de se dire ok, à partir de maintenant, même si on va pas dire du jour au lendemain, maintenant j'ai tous mes process décrits, mais à partir de maintenant, on va commencer à décrire nos process. On va le faire petit à petit, mais par contre, on va le faire en respectant certaines règles de formalisation des process pour que ça soit clair par tout le monde et compréhensible, et que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui arrive, il prend le truc et il sait comprendre la cartographie du process. Quel que soit le procédé, quel que soit le processus, est-ce que c'est une technique de contrôle, est-ce que c'est un procédé de production, est-ce que c'est un process qualité, un process logistique, un process RH, un process... Voilà. Et du coup, il faut avoir un truc assez simple, mais standardisé. Mm-hmm. Pardon, excuse-moi. Et en fait, donc là, on parle de stagiaire, c'est un bon exemple. Tout le monde a eu son premier jour dans une entreprise. On a tous fait notre premier jour sur un site de production pharma. Sauf s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui le feront plus tard, mais... Et on a tous été confrontés à ce truc de « Waouh, je comprends rien là, ce qui se passe autour de moi. » Enfin, t'arrives et tu mets... Et du coup, ça prend du temps à appréhender pour n'importe quelle personne qui rentre. Ce temps-là, c'est du temps... Alors, on aura toujours un peu de mal à appréhender certains concepts et tout, mais c'est du temps sans valeur ajoutée. Tout le temps qu'on passe à essayer de comprendre comment sont organisés les process. Pourquoi est-ce que je fais ça à tel moment ? Qui c'est qui va me livrer ça ? Qu'est-ce que je dois livrer à l'autre ? À qui ? Quand est-ce que je livre ? On met un temps fou à appréhender ça dans notre prise de fonction. Et ça n'a zéro valeur ajoutée. Et du coup, ça fait perdre un temps fou dans la formation des personnes qui arrivent dans l'entreprise. Et on a tous été à cette place-là et à être pas à l'aise pendant un certain temps à essayer de comprendre de quoi nous parlent les gens et de comment se font les choses sur le site. On l'a tous été. Et nous, aujourd'hui, en tant que consultants, on l'est encore plus parce qu'à chaque fois qu'on va sur un nouveau site, c'est pareil. On est obligé de le faire pour nous-mêmes, en fait. C'est ça, mais on est obligé, mais bien sûr. Mais voilà, et pourtant, c'est tout bête, hein. Mais je reprends encore le process déviation. Moi, j'en ai vu combien des process déviation sur des sites ? Enfin, je sais plus, je compte plus. Mais chaque site a sa petite particularité à droite. C'est qui fait ça ? Donc, le concept, macroscopiquement, d'un process déviation, c'est le même partout. Mais dans le qui fait quoi quand, chaque site est unique. D'accord ? Si je prends une analogie, tu prends un être humain, et tous les êtres humains, ils ont 2 jambes, 2 bras, une tête, un nez, des yeux, etc. Mais par contre, l'ADN, elle est différente pour chaque être humain, quoi. C'est pareil. Le process déviation, il est le même partout. Le process granulation, c'est le même partout. Sauf que après, quand tu vas dans le qui fait quoi quand, les paramètres, etc., là, c'est différent pour chaque. Et donc, c'est là où je voulais en venir avec mon stagiaire. J'ai dit, mais en fait... Vas-y. Exactement comme tu l'as dit, c'est pas un stagiaire de faire ça. C'est pour moi, la cartographie des processus, c'est quelque chose, il faut impulser ça au niveau pratiquement de direction pour réunir des gens qui vont y penser un petit peu avant. Ils vont définir des standards sur comment on doit faire. Et après, du coup, il y aura des processus aussi variés, comme tu l'as dit, que RH, que supply, production, etc. Donc, comment les organiser pour qu'ils soient cohérents ensemble ? Et donc, après, une fois que ces standards ont été choisis, c'est là qu'après, on peut se permettre d'utiliser des stagiaires ou des choses comme ça pour aller chercher les données sur le terrain. Et d'ailleurs, ça sera pas plus mal parce qu'au final, ils n'auront aucune idée préconçue, ils auront cherché l'information là où il faut la trouver.
Mais par Alors, contre, ça me fait penser à plusieurs choses que tu viens de me dire. Je vais te donner les idées en vrac et puis je vais essayer de revenir après dessus. La première ça, chose, c'est la cartographie des processus. La deuxième chose, c'est justement pas d'idées préconçues. Tu notes, hein, parce qu'il faudra pas hésiter à me reposer les questions. Non, mais pas d'idées préconçues et donc la réalité du terrain. Et la troisième chose, c'est la forme, le formalisme de ces process. Je vais commencer par le formalisme. Pour moi, d'expérience, je dis tout à l'heure, il faut standardiser. Maintenant, il y a un truc qui me paraît clair, c'est que il y a pour moi, il y a sûrement deux formes différentes. Et quand je moi-même décris des process, j'ai tendance à basculer d'une forme à l'autre selon le contexte. Premier contexte, on est sur un procédé de production. Ce qui dit procédé de production dit que forcément le qui fait quoi quand, qu'on ne trouve pas sur les sites, encore une fois, et qui pourtant est clé pour permettre à la fois aux gens de savoir ce qu'ils doivent faire et donc d'être autonomes, etc. Je suis désolé, j'insiste, mais ça me tient à cœur. Bref, cette formalisation-là, pour un procédé de production, comme ça va être un élément clé pour les opérateurs, pour s'orienter dans leur activité du quotidien, etc., il faut une forme qui soit facilement compréhensible par les opérateurs, par des gens du terrain, qui soit une forme un peu communicante. Voilà, qui communique, qui soit simple, assez clair, assez sobre et pas trop administrative. Et puis, tu as d'autres process, justement les process RH, les process qualité, des choses comme ça, où là, tu peux prendre une forme un peu moins sexy, on va dire, mais avec des formes plus claires et peut-être plus dans ce cas-là le RACI, là où dans un procédé de production le RACI fait moins de sens que dans un process administratif. Donc moi j'aurais tendance à osciller quand même entre deux formalisations différentes, une formalisation un peu plus sexy, plus communicable pour tout ce qui est activité opérationnelle, donc production, QC, logistique, enfin tu vois, les trucs où tu es sur le terrain, quoi. Et une formalisation un peu plus, pas conceptuelle, mais moins communicable, plus austère peut-être, j'en sais rien, mais qui correspondra mieux à ce qu'on va attendre aussi d'un process administratif, avec peut-être aller plus loin dans les rôles et responsabilités, le RACI, etc. Là où sur le terrain, si tu commences à mettre des cartographies avec des RACI, les mecs ils vont rien comprendre et t'auras tout perdu, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça c'est la forme, ouais. Donc le formalisme, ensuite on avait parlé de pas d'idées préconçues. Ouais, pas d'idées préconçues. Ça, c'est le premier, le risque principal quand tu vas commencer à vouloir faire de la cartographie de process, c'est de décrire comme on aimerait bien que les choses soient faites. Ouais, ou croire que tu sais, ouais, exactement. Ou que, voilà, croire que tu sais. Et c'est une erreur. Ce qu'il faut, c'est décrire comme les choses sont réellement faites. Et là, tu vas pouvoir dire, ok, je vois comment c'est fait pour de vrai, et là, je vois, tiens, il y a un petit problème de performance, tiens, un petit problème de qualité, là, dans la façon dont on fait les choses réellement. Ok, mais n'allez pas décrire comme il faudrait que ça soit fait et respecter les règles de qualité. Décrivez comme c'est fait, réellement. Allez faire en sorte que derrière, ça soit mieux pour la qualité ou la performance. Et une fois que vous avez transformé votre process, vous venez redécrire votre process comme il se fait réellement. Mais si le process qui est décrit dans la documentation ne correspond pas à ce qui est fait sur le terrain, bon, bah, en fait, faites pas de cartographie process, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien, ça servira, voilà, enfin, franchement, ça servira à rien. Et donc, décrire ce qui se fait réellement sur le terrain et non pas ce qu'on pense qui devrait se faire ou comment ça devrait se faire. Alors, c'est intéressant parce que quand tu commences à faire ça, à décrire comment se font les choses, et là, tu arrives à un autre élément de l'outil cartographie de process, la puissance que ça a. À chaque fois que tu fais ça, moi, à chaque fois que je l'ai fait, bah, boum, tu tombes sur des problèmes de rôle et responsabilité. Et là, tu te rends compte que tes rôles et responsabilités sont pas bien définis, que ah bah dans un tel cas c'est lui, dans l'autre cas c'est lui, dans le machin, donc t'as 36 000 cas, t'as 36 000 exceptions, et en fait tu te rends compte que ton organisation elle tient pas la route.
Et du coup, c'est normal que les gens ils se trompent, c'est normal que les gens ils savent pas ce qu'ils doivent faire, c'est normal qu'il y ait des erreurs dans les process quand c'est aussi complexe. Et du coup, ça va t'obliger en fait à commencer à faire de la cartographie process, à prendre des directions claires, à faire des choix. Et des fois, choisir, c'est renoncer. Donc, des fois, à renoncer, peut-être renier un peu sur un bout de performance là, pour pouvoir standardiser. Mais s'assurer qu'on suit toujours standard, parce que ce standard, au final, ça va permettre de gagner ailleurs, etc. Tu vois, enfin, Avec le problème qui va te faire perdre une semaine parce que ça a merdé, quoi. Exactement. Et du coup, tu vas être vraiment confronté à ça quand tu vas faire tes cartographies de process, à des problématiques d'organisation, de rôles et responsabilités qui sont pas clairs. Et là, tu as deux choix. Soit tu décris tel que ça se fait réellement, c'est-à-dire que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc un tel cas c'est lui, tel autre cas c'est lui, tel autre cas c'est encore un autre. Soit tu dis, hop, attends, je fais une pause sur ma description de process, on clarifie les rôles et responsabilités, on rend ça plus convenable, et ensuite on finalise la cartographie de process. Moi, je vais le dire, il vaut mieux faire la première approche, sinon tu feras jamais ta cartographie de process. Ça va prendre 1 an à finir le truc, et puis après, exactement. Du coup, Non, mais c'est clair, complètement. Et alors, cartographie et gestion des exceptions. Alors non, la gestion des exceptions, c'est un autre terme. Une cartographie des processus et la cohérence. Toi, tu as dit voilà l'importance d'assurer la cohérence, etc. J'ai eu l'occasion, moi, de faire plusieurs fois des projets business process management dans le passé. Et en abordant toujours ça, en faisant la cartographie des processus de l'entreprise. Ah là là, ça c'est un bien grand mot, un gros mot même, j'ai envie de dire. Alors après, voilà, j'en ai vu des cartographies des processus avec les process de réalisation, les process support, les process de pilotage, etc. Machin. Oh là là, ça sert à rien. Enfin, je suis désolé, je le dis un peu cash, mais ça sert à rien comme ça. Alors moi, j'ai essayé de rentrer dans le truc en disant, ok, on va essayer d'aller dans un truc où ça sert vraiment à quelque chose, et donc en fait rentrer plus dans le process de réalisation, essayer de vraiment définir l'enchaînement avec les livrables, parce que les livrables c'est ça qui va permettre de faire en sorte que ça sert à quelque chose. Donc tu sors une belle cartographie. J'ai quelques idées comme ça de missions que j'ai pu faire où on avait des super cartographies très très adaptées à la réalité du site de production, tu vois, vraiment dans le détail. On n'était pas pas trop dans le détail non plus, mais on n'était pas dans je produis, je développe, je livre, tu vois, ou pour les process de réalisation, où des fois tu vois ça. Non, on était allé dans un truc avec les différents échelons, les différentes étapes au niveau de l'entreprise, avec les livrables, etc. Et puis après, tu te dis, bon, allez, maintenant, je vais prendre tel process, puis je vais aller le décrire. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que je sais pas. Pourtant, je crois que d'ailleurs c'est quelque chose qui est une culture plutôt européenne, de vouloir partir de la macro vision et d'aller après dans le détail. Et moi je l'ai fait ça plusieurs fois, et au bout d'un moment t'arrives et tu te dis putain, justement comment je fais pour assurer la cohérence entre mon process A et mon process B, et à un moment donné en plus j'ai des exceptions dans tous les sens, et du coup et puis quand tu vois la cartographie macroscopique des process, la cartographie des process de l'entreprise, tu prends peur, tu te dis mais waouh, il y a tout ça à faire. Et souvent du coup ce qui fait que ça marche pas, c'est que tu vas pas au bout de ton projet, quoi. Et moi tous les projets que j'ai fait là-dessus, on a toujours fait au mieux une cartographie des process plus la description d'un process proof of concept, et basta. Et l'entreprise derrière n'a rien à déployer de plus. Moi, je l'aborderai pas comme ça. Je ferai vraiment plus comme ça maintenant. Je ferai plutôt en mode, ok, on va définir les règles de formalisation pour que tous les process demain soient formalisés sous la même approche. Limite même, tu crées un peu ton équipe d'experts description de process. Voilà. Et puis après, tu fais, ok, maintenant, je vais aller décrire, tiens, mon process de granulation. Et puis après, tiens, je vais aller décrire mon process de déviation. Et puis, tiens, je vais aller décrire mon process, je sais pas, d'intégration d'un stagiaire.
Et puis, donc, tu vas faire plein de petits process à droite, à gauche, et petit à petit, tu augmentes un peu ta bibliothèque de process au niveau de l'entreprise. Et le jour où tu en as suffisamment, là, tu vas commencer à les structurer les uns avec les autres. Ouais. Mais vraiment, partir de la vision macro pour après redescendre, ça marche pas. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu es sur des sites de 500 personnes ou des trucs comme ça, commence à décrire, mais même d'ailleurs des sites plus modestes, décrire les process, waouh, c'est un sacré chantier. Mais en même temps, c'est un chantier qui devrait être en fait la priorité de tous les sites, parce que avoir les process, ça permet de tout faire, ça permet de piloter, ça permet d'intégrer des nouveaux plus rapidement, ça permet de plus facilement investiguer les déviations, ça permet d'avoir des documents beaucoup plus efficaces, ça permet d'avoir des formations plus efficaces, ça permet d'identifier les goulots, ça permet tout, c'est la base. Et ça permet d'identifier et d'arrêter de traiter de la même manière les exceptions que le process standard. Je fais la transition. Ouais, non, ça c'est un autre truc. Effectivement, tu m'en as parlé là tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Mais c'est un truc que j'ai pas mal mûri ces dernières années, justement. Et quand on essaye de d'écrire des process, t'as toujours ah oui, mais alors dans tel cas, on fait ça. Et puis dans tel autre cas, on fait ça. Et puis dans tel autre cas, on fait ça. Et puis une fois, il nous est arrivé. Ouais, voilà. Et du coup, on a mis cette règle-là parce qu'une fois, ça nous est arrivé, machin. Et je voulais faire une vidéo sur la chaîne YouTube sur ce sujet-là, mais comme j'ai pris un peu de retard sur les vidéos, je l'ai pas faite. Donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est la gestion des exceptions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, on peut complètement la modéliser par des process. Ça, c'est pas un problème. Par contre, on peut le faire que si on veut modéliser la marche standard. La marche standard, c'est le process décrivant les 80% des cas. C'est le fameux Pareto. Puis il y en a 20 autres pourcents qui vont être répartis en plein d'autres cas ponctuels qui pourraient se produire. Voilà, ton process, c'est 80% du temps, il se produit comme ça. Et il doit se produire comme ça. Et puis tu as 20%. Ouais, d'un process à l'autre, c'est peut-être 10, 15, 20, bon, bref, avec plein de petits cas à droite, à gauche. Dans tel cas, on fait ça, dans tel cas, on fait ça, gna, 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 gna. Et du coup, ça vient complètement polluer et rendre infaisable la cartographie des process, ces exceptions. Donc, ce qu'il faut, c'est décrire la marche standard et prévoir, plutôt que de vouloir cadrer 100% des exceptions, prévoir un process, je sais pas si c'est le bon terme, ou une manière de gérer les exceptions. Je m'explique. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple d'exception dans un process comme ça ? Quand à la réception, tu as une balance qui fait entre 50 et 500 kilos. Et des fois, on reçoit un paquet, enfin, on reçoit un colis qui fait plus de 1 tonne, quoi. Et du coup, il y a une balance qui est là dans un coin qui traîne juste pour faire une pesée d'1 tonne. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui nous a envoyé cette balance d'1 tonne. Alors que ça arrive qu'une seule fois par an, et au lieu, par exemple, de louer la balance, du coup, on se traîne une balance à qualifier une fois, tous les ans, etc. Ouais, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Du coup, cette balance de 1 tonne, tu l'intègres dans ta cartographie de process, par exemple, le recevoir. Est-ce que le truc fait plus d'1 tonne ? Oui, non. Si oui, allez dans cette balance d'1 tonne. Sinon, on utilise la balance de 50-500 kilos. C'est intéressant parce que du coup, moi, la façon dont je l'aurais géré, donc là, dans ton exemple, la balance d'1 tonne, maintenant, elle fait partie du fonctionnement, elle est là, parce que justement, tu t'es pas dit, t'as voulu standardiser ce truc qui t'arrive 1 fois par an. La façon dont on gère les exceptions, c'est plutôt de se dire, ok, j'ai mon process, il est calibré pour peser en réception entre 50 et 500 kilos, et je prévois, tiens, si je reçois plus, alors, je sais pas, on prévoit un process dévié. Qu'est-ce que j'entends par process dévié ? Est-ce qu'il faut forcément
par exemple, avoir prévu les formulaires de quand tu prévois, quand t'as un truc qui sort de tes specs. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on peut très bien se dire, ok, si je reçois un truc qui est entre moins de 50 kilos ou plus de 500 kilos, on réunit les justement contributeurs, le responsable, enfin bref, on réunit les 3-4 personnes qui vont bien, dont une personne de la qualité. On définit la marche à suivre dans ce cas-là, qui se produit une seule fois, et on décrit un petit protocole rapidement pour ce cas-là. On le signe tous et on fait selon ce protocole pour ce cas-là, qui se produit une fois par an. Alors on va dire ouais, c'est lourd, machin. Non, mais ok, on parle des cas d'exception qui se produisent une fois tous les 36 du mois. Et donc, en fait, on vient alourdir les 80% des cas pour les 20% d'exception. Alors que de prendre le temps de se dire, attends, là, on sort de nos 80%, ok, on se réunit à 3-4 personnes qui ont été identifiées, qui sont les décisionnaires face aux exceptions, donc quelqu'un de la qualité, on définit au cas par cas la façon de gérer cette exception auquel on fait face et on s'accorde là-dessus et la qualité va s'engager, etc., etc. Ben, ça marche et au final, ça sera bien moins lourd que d'avoir alourdi les 80% des cas avec des marches à suivre et des formulaires qui permettent de cadrer tous les 100% des cas. Et ce truc-là, tu le traces comment alors ? Comment ça, tu le traces comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, je veux dire, quand tu dis tu te réunis à 3-4 personnes, dans une personne de la qualité, tu fais quoi comme genre ? Tu fais pas une procédure, tu fais pas un formulaire, du coup, tu fais quoi ? Un protocole. Et après, du coup, tu le mets ça dépend des sites. Il y en a, ils vont appeler ça une dérogation, un protocole, un machin. Ça, je m'en fous du terme. Mais tu peux... Enfin, ça, c'est un autre truc. Et qu'est-ce qui t'empêche de définir, justement, comme tu as un process de change control, un process de déviation, un process d'exception ? Parce que tu as des rapports de déviation. Parce qu'on a cadré ce truc-là. Une déviation, c'est que tu dérives par rapport à un process et que t'as pas fait comme tu devais faire dans ton process. Bon, bah une exception, c'est que tu as décidé de ne pas faire comme dans ton process parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu pourrais très bien avoir un process de gestion des exceptions où tu dis, bah voilà, la première chose, c'est quand on est face à une exception, on réunit les stakeholders, les personnes principales, on pourrait très bien identifier et rédiger un espèce, comme un rapport de déviation, bah, un protocole en disant, qui décrit, bah, on fait ça, 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 et après on s'assure de telle manière qu'on a bien fait ça, ça, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah c'est une déviation planifiée. Ouais, une déviation planifiée, mais un truc un peu plus simple quand même. Et qui pourrait s'appliquer à n'importe quel process. Ouais, c'est vrai. Voilà, enfin, je pense que c'est une déviation planifiée, c'est un peu... Alors déjà, tous les sites n'en ont pas, et puis il y en a qui ne veulent pas avoir ça, et je peux les comprendre. L'exception, des fois, c'est un peu comme une déviation, justement. L'exception, des fois, tu peux pas l'anticiper, alors qu'une déviation planifiée, c'est que tu anticipes de dévier, donc voilà. Mais des fois, voilà, tu l'anticipes pas. Et du coup, il faut que tu sois aussi réactif. Et autant peut-être que si c'est une exception sur un process de prod où il faut voilà l'approbation effectivement de la qualité et donc de les personnes qui vont être engagées dans la libération, etc., etc. Bon, bah là, c'est un truc un peu plus formalisé. Autant si c'est bah, justement, j'ai reçu un colis qui fait 10 kilos au lieu de 50 kilos, et c'est un colis qui n'est pas du tout une matière première ou un truc comme ça, je sais pas, c'est pas prévu dans mon process. Là, il faut que tu puisses être réactif sur la gestion de l'exception, quoi. Bah moi, je suis pas d'accord avec toi sur les déviations planifiées. C'est-à-dire que je trouve qu'un site qui arrive à faire plein de déviations planifiées, ça veut dire que les gars, ils connaissent vachement bien leur processus et ils savent anticiper que là, il va y avoir quelque chose. Du coup, ils ouvrent une déviation planifiée et ils règlent le problème. Ils peuvent analyser tranquillement les impacts du problème, enfin, au final, de l'exception qui va arriver. Et ben, du coup, je trouve ça vachement plus mature en termes de gestion des problèmes que bah, voilà, pas l'anticiper et te retrouver un peu le nez dans la mer de dernier moment, quoi. Alors, je sais pas trop pourquoi t'as dit que t'étais pas trop d'accord avec moi, parce que ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. J'ai juste dit, moi, de mon côté, que je trouve souvent que le process de déviation planifié manque de réactivité. Ça permet d'anticiper un problème que tu as vu arriver, mais des fois, une exception,
c'est comme une déviation, ça peut popper comme ça d'un coup, boum, ah tiens, il se passe ça, ok, c'est quelque chose qui est exceptionnel, on va le cadrer par une manière de faire. Tu vois, enfin, la déviation planifiée, en règle générale, un peu comme une déviation, tu vas avoir un truc un peu lourd pour anticiper et donc tu manques de réactivité. Ça s'applique très bien à des trucs, à des process, encore une fois, très cadrés, mais il faut aussi avoir de la flexibilité pour d'autres process. Et hors peut-être même si on veut dire des process qui sont hors JMP, parce que faut pas croire que justement la cartographie des procédés, c'est pour répondre aux besoins JMP. Non, non. La cartographie des procédés, c'est pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et donc, tu as des procédés que tu vas cartographier qui sont pas JMP. Ok, bah tu vas pas faire des déviations planifiées. Il faut un truc de gestion d'exception beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. C'est ça que je voulais dire. Ok. Et c'est toujours pareil. En fait, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une cartographie des procédés ? Si la réponse qui vient à l'esprit, c'est parce que c'est les exigences. L'inspecteur qui nous l'a demandé. C'est tout faux. Et d'ailleurs, c'est marrant. Je crois que les BPF, elles demandent pas d'avoir des cartographies des procédés, parce que si les BPF le demandaient, je suis sûr qu'on en aurait partout dans les industries pharmaceutiques. Et pourtant, c'est dans la norme ISO 9001, alors c'est pas forcément bien appliqué, mais c'est quand même une demande, quoi. Mais oui, c'est une approche processus. D'ailleurs, ils sont en train de revenir un peu en arrière avec tout ça. Ils se sont scindés au départ des bonnes pratiques de fabrication. Et avec les ICH, du coup, ils citent maintenant les normes ISO 9001 parce qu'ils se sont rendus compte que on avait perdu tout cet aspect processus de gestion par le processus dans l'industrie pharmaceutique. Ouais, complètement. Et franchement, c'est quoi là, on peut peut-être aussi poser un peu quelques utilisations qu'on pourrait avoir de ces cartographies de procédés, quoi, ou de processus, tu vois. Je pense que c'est intéressant aussi de se dire à quoi ça pourrait servir, parce que c'est ça qui fait qu'on n'en a pas. C'est qu'on en fait, on réfléchit comme d'habitude, on réfléchit à répondre aux exigences BPF, et on répond pas au pourquoi est-ce qu'on fait les choses, quoi. Et donc, le pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une cartographie de procédés, moi, je vais te donner plusieurs exemples. Exemple numéro 1, quand tu fais une investigation de déviation, à un moment donné, tu as une dérive par rapport à un process. C'est quoi ton process ? Alors, toi, tu le sais, machin, tu vas récupérer dans 36 documents les trucs, comment ça aurait dû se passer, j'en sais rien. Si tu avais ta cartographie de process, boum, tu arrives, dans ton rapport d'investigation, t'as, allez hop, mon process c'est ça, il s'est passé ça, et puis quand tu montes à l'inspecteur, mais c'est facile, tout le monde le comprend, quoi. Donc t'as tout gagné sur ton investigation. Quand tu vas vouloir faire approuver ta déviation, tac, tu vas même plus rapidement aller dans ton investigation, dans ta recherche de cause, donc tu vas faciliter l'amélioration. Premier exemple. Deuxième exemple, l'analyse de risque. Comment tu peux faire une analyse de risque solide sur un process si t'as pas défini justement les opérations et comment ? Toutes les opérations. Toutes les opérations, exactement. Et comment tu peux faire une analyse de risque ? C'est trop simple, quoi. Mais effectivement, comment tu peux faire une analyse de risque quand t'as pas ça ? Bon, on y arrive, mais c'est dur. Alors que quand t'as ça, t'as tes opérations, tes paramètres, tes machins. Ça, c'est vachement simple de faire une analyse de risque quand t'as tes process cartographiés. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore comme exemple ? Tu veux améliorer quelque chose ? Ok, tu vas aller regarder, tu vas partir de ta cartographie de process et tu vas aller mesurer la valeur ajoutée à chaque opération. Notre petit cheval de bataille, la cartographie, enfin les processus, la documentation. La documentation. Une fois que t'as ça, tu peux faire des trucs ultra efficaces, ultra compréhensibles, ultra accessibles pour tout le monde, quoi. Évite tous les trous dans la raquette. Exactement. Et un truc auquel on ne pense pas, le pilotage. Quand nous, on met en place un booster pour piloter les déviations, quand on met en place un finish pour piloter la libération, quand on met en place un focus pour piloter les CAPA, quand on met en place un ready pour piloter les change control, qu'est-ce qu'on fait au final ? On décrit le process sur du management visuel, donc avec une forme donnée, pour faire rentrer les piles à chaque étape. Et après, on fait avancer les piles dans les étapes. Mais si tu l'as déjà, ton process décrit, ce qu'on on fait
Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être plus de boulot, nous, j'en sais rien, mais ça serait vachement plus simple à faire. C'est comme ça, blâme. Mais voilà, parce que le pilotage, c'est quoi le pilotage proactif de tes activités? C'est faire avancer les piles dans des étapes de process. Avec tes prérequis à chaque étape. Donc, du coup, Exactement. tu sais, du coup, qu'est-ce qui va arriver, de quoi tu as besoin. Donc, tu vois les piles qui avancent à chaque Donc étape. quand tu comprends ça, les piles, les prérequis, le process, à partir du moment où tu as ton process, tu peux facilement mettre un pilotage de n'importe quel process. Voilà. Et donc voilà, le pilotage, qu'est-ce qu'on peut encore trouver? La formation, bah oui, c'est sûr, quand la première chose dont on a besoin quand on se forme, c'est qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'arrive sur un... Ok, on me dit, ah, monsieur, alors, je sais pas, je prends le rôle d'un qualiticien chargé qualité opérationnelle, par exemple. Bon, vous allez vous occuper des déviations, piloter des CAPA, libérer des lots, machin. Ok, très bien. Donc, sur le principe, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas dans le RP, tu cliques ici, tu mets Non, mais 32. c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire concrètement, quoi? Les grands principes chargés d'accu opérationnel, bah oui, c'est bon, on sait, ouais, ok, je sais que je vais libérer des lots, je vais approuver des déviations, je vais faire des CAPA, vérifier de la doc. Mais concrètement, là, dans mon quotidien, il est où le document de la déviation? Où est-ce que je trouve ça? Comment? C'est quand t'as la cartographie de process, bah tu peux plus facilement former les gens aussi. Bah, et puis même, regarde, quand tu prends ton opérateur, t'arrives, tu dis, bon, bah voilà la cartographie, toi, tu vas intervenir dans cette opération-là à là. Et du coup, là, t'as tes macro-étapes, pof, tu prends ta macro-étape, tu la déploies, et là, tu vois toutes les micro-étapes qui constituent ta macro-étape, et dis, toi, tu vas faire toutes ces étapes ici. Et après, voilà, à partir de toutes ces étapes, tu as relié toutes tes micro-étapes à des procédures, et comme ça, du coup, ton opérateur, il peut prendre son truc, sa macro-étape, il ouvre ses micro-étapes une par une et il trouve, boum, une procédure pour réaliser chacune de Et ces voilà. micro-étapes. Cling. Du C'est le coup, comment, ouais. tu évalues, donc tu prends ta cartographie, tu fais, bon, bah voilà, fais voir ce que tu as appris. Hop, et là, du coup, tu prends ta cartographie. Observation de tâche. Quand tu vas faire une observation de tâche sur le terrain pour regarder si justement les opérateurs ils suivent bien la pratique qui est définie. Comment tu fais quand t'as pas une cartographie de process? C'est impossible. Et c'est pour ça que d'ailleurs on fait pas d'observation de tâche. Non, mais c'est vrai. Comment tu fais pour t'assurer que le mec il suit bien la façon dont ça doit être fait? Quand tu prends les docs, t'es obligé de prendre ta doc. Enfin, c'est un truc de fou. Pour savoir qu'ils sont pas du tout reliés entre elles. Et puis du coup, tu dois aller les chercher dans le QMS ou qui est pas du tout pratique. Alors que là, tu as ta cartographie qui est prête avec clairement exprimé dans le document quelle procédure décrit quelle micro-étape. Et bah du coup, tu peux dire, bah voilà, là je crois qu'il y a un problème. Boum, tu ouvres ta cartographie, tu ouvres ton étape, toute la procédure qui est ajoutée. Tac, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Si tes procédures sont bien faites, il y a des schémas, il y a des photos. Boum, 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 tu sais tout comment faire. Et voilà, c'est trop simple. Non, c'est clair. Et c'est pas si inaccessible que ça, hein, ce monde-là. Enfin, là, on travaille avec des clients où on travaille sur ce sujet-là, donc c'est pas si inaccessible. Mais par contre, il faut une volonté d'y aller, quoi. C'est juste ça. Quand on a un autre élément assez intéressant de la vision de la qualité au regard de la cartographie des procédés. Si on prend la qualité système, le rôle de la qualité système, je le simplifie un peu, la qualité système, c'est de définir un peu les règles qu'on doit suivre pour répondre aux exigences réglementaires. Je simplifie. Ou pour répondre aux exigences de qualité. Ok ? Qu'est-ce que c'est au final ça ? C'est la façon dont on va dérouler nos opérations, dans tel ordre, de telle manière, etc. Donc au final, quand tu as des cartographies process, pour la qualité système, c'est vachement plus simple d'aller dire, attends, là, si on veut répondre à telle exigence, ça veut dire qu'il faut faire les opérations dans tel sens, tel sens, tel sens. Est-ce qu'on les fait dans tel sens, tel sens, tel sens ? Oui, non. Quand t'as pas de cartographie process, c'est super compliqué de faire ça. Et du coup, si tu fais le lien avec le change control, t'as sûrement déjà dû gérer des change control de ton côté, Paul-Adrien. Moi, j'en ai eu à gérer ou à en approuver dans le passé. Au moment où tu dois décrire quelle est la façon dont on gère les choses maintenant, comment on va les gérer demain,
C'est super compliqué. Alors que si tu as des cartographies process, c'est beaucoup plus simple. La cartographie couplée à l'analyse de risque, couplée à la gestion des procédures voilà. qu'on a décrit. Change control, gling gling. Ah, tu gagnes un temps fou. Non, mais c'est clair. Donc, et en fait, derrière, tu te rends compte finalement que la qualité système, elle n'est pas impliquée dans les process, elle est impliquée dans la définition des process. Et point barre. Et la définition, l'amélioration et le pilotage, mais pas dans le process. La Q-System ne devrait même pas avoir de rôle responsable, si on reprend le RACI, responsable d'une activité dans des process. Elle devrait être responsable de s'assurer que les process y répondent bien à ce dont on a besoin en termes de qualité, dans la conception du process et pas dans la réalisation du process. Je parle de la qualité système. Après, tu peux avoir la qualité opérationnelle qui va avoir un rôle de s'assurer dans la réalisation du process qu'on a bien fait les choses, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec ce qu'on disait sur l'observation de tâches. Une des meilleures manières de s'assurer qu'on a bien réalisé notre process, c'est de faire des observations de tâches. C'est pas de faire des contrôles a posteriori. Voilà. Enfin, du coup, je voulais aborder aussi cette vision de la qualité système. On pourrait en parler longtemps sur cette vision de la qualité système, mais c'est vrai que c'est assez intéressant Alors, on pourrait essayer si vous êtes dans la qualité système, enfin, si vous êtes responsable qualité système et que vous voulez intervenir dans notre podcast, ça sera intéressant de décortiquer un peu le rôle de la qualité système, parce que je suis sûr que au final, ça intéresserait beaucoup de gens de savoir ce que ces gens-là font, parce que des fois un peu mystérieux, je pense, pour certaines personnes. Je suis d'accord, clairement. L'ange gardien l'ange gardien qui travaille dans l'ombre, qui fait plein de trucs, mais que personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Donc, on va arriver à ce moment où ça fait à peu près plus d'une heure qu'on parle. Donc, pour conclure, je te propose de décrire, de récapituler, si on veut se lancer dans une cartographie process, par quoi on commence et comment on se lance. La première chose, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est définir un peu des règles de formalisme du process. La deuxième chose, c'est de monter une équipe d'experts description de process. Des gens qui sont... alors, je dis pas c'est pas une équipe de 50 personnes, mais quand même, il faut quelques personnes là qui vont être... dont le rôle, ça va être d'écrire les process. Et après, j'ai envie de dire, il faut... Défini. Comment ? Qui sont donc bien au courant des règles qu'on a définies. Exactement, et qui sont capables, quel que soit le type de process, de retraduire du process sous la bonne forme. Et ensuite, une fois que tu as ça, t'envoies un peu cette équipe en exploration sur les différents process en fonction de soit la demande des gens qui ont envie de décrire un process en particulier, soit je sais pas, un moment donné, un sujet chaud ou quoi. Donc sans forcément, tu vois, dire ok, on va d'abord faire les process de la prod ou quoi. Non, je pense qu'il faut aussi justement saisir les opportunités, prendre ceux qui ont envie de le faire en premier, etc. Mais en gros, décrire des process au début de manière décousue les uns les autres, et à force d'en avoir de plus en plus, ça va commencer à se relier et petit à petit relier et revenir des fois quand on va vouloir relier un process à un autre sur le premier process qu'on a décrit pour pouvoir faire en sorte que ce soit cohérent. Mais tu vois, sans vouloir se poser la question de dire « Attends, je veux que tout soit cohérent dès le début ». Non, lancez-vous, commencez à faire des process et après vous essaierez de relier les points les uns avec les autres. Ouais, on peut commencer par les processus qui ont, comme je disais, le plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Par exemple, voilà, si c'est une entreprise de remplissage de flacons stériles, on peut se lancer dans peut-être le premier processus, c'est le processus de remplissage, quoi. Et donc là, on va lui demander aux personnes qui font le remplissage qu'est-ce qu'on fait. On va les regarder faire pendant quelques temps. Et du coup, après, avec les standards qu'on a définis, décrire ce processus-là. Et puis ensuite, après, on va remonter. Qu'est-ce qu'il faut pour lancer ce processus-là ? Du coup, c'est tout ce qui est un supply. Du coup, hop, c'est quoi le processus Ouais, mais t'es même pas obligé de remonter. Tu peux te dire, je fais mon process de remplissage et puis à côté de ça, tiens, il y a
Il y a je sais pas, les RH, ils veulent décrire le process d'intégration. Bah, allez hop, on fait le process d'intégration. Puis tiens, il y a la qualité qui veut faire le process déviation. Allez hop, on fait le process déviation. Et puis petit à petit, en tombant process après process, tu vas commencer à cartographier les trucs au fur et à mesure. Tu vas pouvoir commencer à relier les points. Le point d'orgue, c'est, voilà, définissez votre la façon standard de décrire, montez votre équipe et décrivez vos process. Wow. Mais, et d'ailleurs, pour ceux qui, j'ai envie de dire, commencent, donc qui sont, je sais pas, des biotech un peu nouvelles ou quoi, qui sont avec des micro-équipes de 3-4 personnes, bah, décrivez vos process. Faites comme le gars de Marketing Mania qui a décrit ses process alors qu'il avait une entreprise où il était tout seul. Et ce qui lui a permis d'intégrer. C'est le moment. Si vous le faites pas maintenant, plus tard, ça va être très douloureux parce que. Comment ? Et puis du coup, c'est ça, tu vas perdre le temps, ça va être difficile. C'est ça. Je peux t'assurer que décrire les process d'une entreprise qui a 500 personnes, c'est largement plus compliqué que de le faire à 5 quand on a une entreprise de 5 personnes qui va grossir. Voilà. Et il y en a plein, hein, des biotech comme ça qui sont, allez, même peut-être 5, 10, 20. C'est le moment de décrire vos process. Plus tard, ça sera trop tard et ça va vous coûter extrêmement cher. Et si vous savez pas, appelez-nous au pire. On donnera des trucs. Exactement. Complètement. Donc voilà, donc ça a été encore un épisode qui est passé extrêmement vite. On a plein d'idées de nouveaux épisodes. Donc... Ouais, je pense que par rapport à cet épisode-là, et puis je pense qu'on pourrait faire Moi, j'aimerais bien refaire un épisode sur la documentation pour partager un peu les dernières avancées sur ce sujet-là et sur les erreurs humaines. Et il y a des liens un peu, enfin avec la cartographie process, pas que, mais il y a des liens. Clairement, il y a des liens. Quand on commence à parler de profil de personnes, de fréquence de réalisation des opérations, etc., bah forcément, quand l'observation de tâches, exactement. Quand on a des process décrits, ça fait beaucoup de sens tout ça et c'est beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on a des bons sujets dans notre panier et voilà, si vous voulez intervenir, si vous voulez nous proposer des sujets même, n'hésitez pas à nous contacter sur où est-ce qu'on peut nous contacter d'ailleurs, Arnaud, tiens. Pour nous contacter, je pense que le plus simple, c'est encore de nous contacter via LinkedIn et de nous envoyer un message privé ou alors d'envoyer un mail à contact@a-du6que.eu. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc on répond assez régulièrement maintenant à des questions de personnes qui nous contactent, donc ça fait super plaisir et puis n'hésitez pas, on est là pour ça. Ouais, complètement. C'est un vrai plaisir de pouvoir contribuer à aider de plus en plus de gens dans leur quotidien qui viennent nous contacter spontanément pour nous poser une question sur un sujet. C'est toujours un plaisir, quoi. Voilà. Bon allez, à bientôt tout le monde. Et puis merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bonne soirée, à bientôt.